Dans cette capsule-ci, on va aller regarder quelques expériences qui ont été faites pour voir si la relativité d'Einstein était fondée, validée dans l'expérience. On va aussi regarder un paradoxe qui a été soulevé et quelques grandes questions que soulève la théorie de la relativité restreinte. Alors, je vais passer au diapo. Ici, on montre une expérience qui a été faite dans les années 60 euh, sur des muons. Les muons sont des particules élémentaires de charge négative qui ont les mêmes propriétés qu'un électron, mais à peu près 200 fois plus massives que l'électron. Or, des muons arrivent constamment dans la haute atmosphère terrestre. Ça vient de réactions qui se passent dans la haute atmosphère en raison de particules hautement énergétiques en provenance du Soleil. Lorsque ces particules-là arrivent dans la haute atmosphère, il y a des réactions nucléaires dans les molécules dans la haute atmosphère et des muons sont émis. Alors, ce qui a été fait, c'est sur une montagne, on a placé un détecteur de muons en haut de la montagne. La montagne a 4800 mètres d'altitude et un autre détecteur au bas de la montagne. Les muons en laboratoire ont une durée de vie de 2,2 microsecondes à peu près. C'est-à-dire qu'elles viennent à l'existence et disparaissent typiquement en 2,2 microsecondes, une demi-vie, c'est-à-dire qu'après 2,2 microsecondes, il ne reste que la moitié. 2,2 microsecondes supplémentaires, la moitié de la moitié, et ainsi de suite. Alors, en mesurant en haut de la montagne la quantité de particules et en bas de la montagne, étant donné la durée de vie, on s'attendait à un nombre restreint de particules. En fait, on a observé au bas de la montagne beaucoup plus de particules que ce qu'une durée de vie de 2,2 microsecondes permettait de penser. En réalité, on a observé un nombre de particules qui correspondrait à une durée de vie de 16 microsecondes, un peu comme l'exercice 20 qu'on a discuté tout à l'heure dans une autre capsule. Donc, c'est comme si la particule, pendant qu'elle descendait de la montagne, aurait eu son horloge ralentie. Mais dans le système de coordonnées de la particule, on pourrait dire plutôt que c'est la montagne qui a été contractée. Or, ces effets-là ont été observés expérimentalement et je vais vous en présenter une autre expérience qui a été faite au début des années 70. Tout à l'heure, on regardera une petite vidéo sur YouTube. Deux avions qui ont à assez haute altitude, qui ont voyagé autour de la Terre et on avait mis des horloges à bord des avions et on les avait bien synchronisés avec des horloges au sol et lorsque les avions reviennent, la différence de temps entre les horloges correspond exactement à ce que la relativité, en fait les deux relativités prévoyaient. On sait également que pour que nos GPS fonctionnent, pour que nos GPS fonctionnent, il faut que la relativité s'applique. Lorsque les satellites ont été envoyés dans l'espace pour faire du géopositionnement, GPS, ça a été fait par l'armée américaine, les scientifiques ont dit aux généraux qu'il faudrait tenir compte de la relativité, sinon ça ne fonctionnera pas. Finalement, les généraux ont accepté que les modifications soient faites aux appareils et aux programmes pour tenir compte de la relativité. Alors voici. Comment fonctionne le GPS? C'est par triangulation, c'est-à-dire que le téléphone, votre téléphone, échange en permanence des signaux avec des satellites en orbite. Les satellites reçoivent un signal et réémettent. Ils peuvent
il vous envoie la différence de temps, calcule à partir de la différence de temps de l'aller et retour de votre signal. On a une distance en connaissant la vitesse de la lumière dans le vide. Et on peut, par triangulation, au moyen d'au moins 3 satellites, on peut vous positionner au sol avec une très grande précision, mieux qu'un mètre maintenant avec des appareils qui ne coûtent pas tellement cher. On peut aller beaucoup mieux que ça si on paye plus. Maintenant, si les horloges ne sont pas synchronisées, ou si elles deviennent de moins en moins synchronisées à cause du mouvement des satellites, ben, l'erreur, l'incertitude de positionnement deviendrait vite de l'ordre de la centaine de kilomètres. Or, si on ne corrige pas pour les relativités restreintes et générales, les GPS ne fonctionnent pas. OK, on va aller regarder ici des prédictions qui sont faites, qui vont peut-être vous faire penser à certains films quand on nous fait voir le vaisseau spatial qui passe dans le warp space. En fait, c'est qu'en réalité, lorsqu'un objet se déplace dans une direction, il va y avoir contraction le long de la direction de propagation, mais il n'y aura pas de contraction dans les directions transverses, de sorte qu'il va y avoir une déformation des objets. Alors, pour continuer ici, on va aller regarder une vidéo sur YouTube. Donc, on va avoir encore une fois un YouTube dans un YouTube. Et on va vous montrer des choses assez surprenantes. Allons-y. Thousands of experiments have been done since Einstein stated his postulate, and every one has shown time dilation and length contraction are real and really happen. Back in 1971, 4 cesium atomic clocks were synchronized and flown on commercial planes that circled the Earth twice, and then compared to the reference clock at the U.S. Naval Observatory. Sure enough, the moving clocks differed from the reference clock by exactly the amount predicted by relativity. Let's look at it a little differently. Here's a graph of a car traveling due east at its maximum speed of 100 miles per hour. It is making no progress in the northward direction. All of its speed is going east. Now let's turn a little to the northeast. Even though the car is still doing 100 miles per hour, it is going less than 100 miles per hour in the east direction, because some of the speed is being used to go north as well. Space and time can be thought of in the same way. Everything in the universe is traveling through space and time at the speed of light, the maximum speed available. Picture time replacing east and space replacing north in the car example. If you were sitting still in space, not going north, you are traveling at the maximum speed through time, east. But if you start moving in space, north, your progress through time will slow down, since some of your speed has been diverted. The faster you go through space, the slower your progress through time. If you could travel at the speed of light in the space direction, you would make no progress in the time direction at all. Time would stand still, as it does for a beam of light. And if you could go faster than the speed of light, you could travel backwards in time. Remember, if different observers must always agree on the speed of light, then they must disagree on the components of speed. Time and distance. Time and distance both shorten for moving observers. These unusual effects of relativity, time dilation and length contraction, depend dramatically on your velocity. At everyday speeds, they are simply not noticeable. The fastest that humans have ever traveled is a few miles per second.
Alors, vous avez bien entendu, en ce moment, assis peut-être sur votre chaise, vous vous déplacez à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Lorsqu'on est immobile, on occupe toute notre vitesse, la vitesse de la lumière, à vieillir. On progresse seulement dans le temps. Lorsqu'on se déplace dans l'espace, on utilise une partie de notre vitesse pour aller dans l'espace. Donc, les objets qui se déplacent vieillissent moins vite. Ils utilisent moins de leur vitesse pour progresser dans le temps. Comme on voyait en entendant en terminant, aux faibles vitesses où on se déplace, nous, les effets sont à peine visibles. Mais pour des particules qui vont à des vitesses très élevées, les effets deviennent vite considérables. On va revenir à notre diapo. Donc, on a parlé de la relativité des longueurs et des temps. Pour revenir sur ce point, OK. L'addition des vitesses. Bon, on a dit que la vitesse de la lumière est la même, peu importe le mouvement de l'observateur. Ce qui est contraire à notre expérience classiquement. Si je vous lance une balle à 100 km/h, vous la recevez à 100 km/h, mais si je suis sur une plateforme d'un train, vous êtes au sol, je vous lance une balle à 100 km/h et que la plateforme du train aille elle aussi à 100 km/h, vous recevez une balle, vous la sentez arriver à 200 km/h. Si j'étais sur la même plateforme, que je vous lance une impulsion lumineuse, vous la verriez avec un interféromètre arriver, se déplacer à la vitesse de la lumière. Et si je faisais la même chose d'une plateforme qui se déplaçait à 1/2 de la vitesse de la lumière, vous recevriez tout de même l'impulsion lumineuse comme allant à une vitesse de 1 fois la vitesse de la lumière. D'où l'idée qu'il semble, et c'est ce qu'Einstein a fait, il semble donc qu'il fallait revisiter nos notions de longueur et de durée, puisqu'une vitesse, c'est une longueur sur une durée, pour tenir compte de l'invariance de la vitesse de la lumière dans toutes les directions, peu importe les référentiels, il fallait remettre en question les mesures de longueur et de durée. Ça a amené à penser que tout est relatif, mais évidemment, ce n'est pas le cas. En réalité, dans l'espace-temps, le H qui est ici pour le système qui est au repos, le L qui est là pour les deux systèmes qui se déplaceraient, un vers la gauche, l'autre vers la droite. On est capable de calculer ce qu'on appelle le Pythagore, mais dans le système, c'est une géométrie différente. Le temps propre, on trouve que le carré du temps propre donne une mesure de temps et une mesure d'espace dans les deux autres systèmes. Donc, le temps propre dans le système dans lequel on est au repos est composé de temps et d'espace dans les autres systèmes. Ce qui amène à voir que, en réalité, se déplacer, quand un système se déplace par rapport à un autre, c'est comme s'il y avait une rotation d'un système de coordonnées dans l'autre. Ici, j'ai un point P dans l'espace et le temps d'un système, qui est le même point P dans un système qui va à une autre vitesse, qui se déplace relativement premier. On voit que ça correspond à une rotation. On semble avoir moins de temps T' ici que de temps T, mais on semble avoir plus d'espace X que X' que de X. Donc, du temps de l'un devient de l'espace de l'autre. Ça va nous amener à parler du paradoxe des jumeaux. Dans le paradoxe des jumeaux, il faut imaginer deux jumeaux. Il y en a un qui reste au sol, l'autre part à bord d'un vaisseau spatial. Et un peu comme l'expérience l'exercice, je crois que c'était 13, où des voyageurs partaient vers Vega. Au sol, ça prenait
29 années ou 22 années, tandis que pour les voyageurs, ça semblait prendre 10 années seulement. Or, on a cette expérience par la pensée, deux jumeaux, il y en a un qui part, lorsqu'il revient, il voit que son jumeau resté au sol a vieilli beaucoup plus que lui. Or, le problème, et on va aller retourner à la diapo, le problème, c'est que si le principe de la relativité tient, tous les systèmes étant équivalents, le jumeau pourrait dire non, 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 je suis resté immobile ici et c'est la Terre qui est partie dans l'autre direction et et il prétendrait que c'est lui qui a vieilli le plus. Or, la question, qui dit vrai? Si on tient compte du fait qu'un système qui voyage par rapport à un autre, ça apparaît comme une rotation dans l'espace-temps. Le temps de l'un devient de l'espace pour l'autre. La solution au problème, c'est qu'en réalité, c'est un faux problème. C'est souvent la question du paradoxe. La théorie d'Einstein est bonne seulement pour des systèmes qui sont en MRU, mouvement rectiligne uniforme, l'un par rapport à l'autre. Mais notre voyageur, il doit subir une accélération pour partir, il doit décélérer, ensuite il doit changer de direction, accélérer, décélérer. Même sans tenir compte des périodes d'accélération, décélération, le seul fait de changer de direction ici, si vous regardez les lignes en bleu qui sont ici, ce sont des lignes de simultanéité ou des plans de simultanéité. Vous pouvez penser que le voyageur, il peut avoir autour de lui tout un système dans lequel il a synchronisé toutes ses horloges. Ce serait ce système-là dans la géométrie de Minkowski. Or, les lignes bleues sont les plans de simultanéité du voyageur pendant son trajet vers l'étoile. Et voyez qu'ici, en fait, il est en train de vieillir plus vite. Son 2 ans à lui correspond à peine un peu plus d'un an de son jumeau resté au sol. Son 3 ans à lui correspond à moins de 2 ans du jumeau resté au sol. Sauf qu'au moment où il change de direction, maintenant, ses plans de simultanéité pointent vers le futur de son jumeau. Or, quand il va arriver, le jumeau, dans ce calcul-là, le jumeau voyageur n'a que 6 ans, n'a vieilli que de 6 ans, tandis que le jumeau resté au sol a vieilli de 10 ans. Mais je le répète ici, tout vient au fait qu'il y a eu un changement de direction. Ce n'est pas symétrique. Ça nous amène tout ceci à une question qui est assez troublante, qui est soulevée dans la philosophie moderne, c'est la notion de bloc-univers. Si la tranche de simultanéité d'un observeur inclut des éléments qui sont dans le futur de l'autre observateur, c'est ce qu'on a vu ici. Okay? Les événements perçus par le jumeau voyageur sont dans le futur de son jumeau resté au sol. La question qui se pose, c'est doit-on conclure que tout ce qui a été, tout ce qui doit être, existe depuis toujours et en permanence dans l'espace-temps à 4 dimensions qu'on appelle le bloc univers? Si le présent et le futur des uns et des autres coexistent d'une certaine manière dans l'espace-temps à 4 dimensions, et les points d'un espace-temps sont des événements, est-ce que tous les événements existants et à venir doivent exister simultanément? C'est une question troublante. Ça pourrait faire l'objet d'un de vos travaux de recherche. Alors, on va compléter ici notre présentation très restreinte de la relativité restreinte. Dans la prochaine capsule, on va voir comment Albert Einstein est passé de sa relativité restreinte, qui est bonne pour les référentiels en MRU, à une vraie relativité générale qu'on puisse appliquer au système même accéléré. Et on va voir que ça va nous mener même à une nouvelle gravitation et à une nouvelle histoire du cosmos.